Il est 20 h, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Nous reviendrons sur la situation ce soir à Strasbourg où les manifestations anti-sommet de l'OTAN ont progressivement dégénéré tout au long de la journée. Nous ferons le point sur ces violences. L'heure du bilan également pour le sommet en lui-même et c'est l'Afghanistan qui s'est imposé comme le défi à relever dans les mois à venir. Mais avec quelle force, quels moyens? Barack Obama était venu adresser un message clair à ses partenaires, mais est-il vraiment satisfait du résultat? Reportage et analyse à suivre. Des incidents ce soir à Bastia en Corse, plusieurs organisations nationalistes appelées à manifester contre, je cite, les violences policières. Eh bien, des incidents ont éclaté, 2 membres des forces de l'ordre ont été grièvement blessés. L'épilogue de la prise d'otages meurtrière aux États-Unis, nous vous en parlions hier soir, un homme a finalement tué 13 personnes avant de se donner la mort dans l'État de New York. En France, une petite révolution culturelle. Depuis aujourd'hui, tous les musées nationaux sont gratuits pour tous les jeunes de moins de 26 ans. Et puis notre invité ce samedi soir est Patrick Bruel. Depuis début octobre, il sillonne la France. Il est en tournée, il sera lundi au Casino de Paris. Sa musique, son public, l'actualité et la loi sur le téléchargement. Nous parlerons aussi de ce qu'il aime et pourquoi pas de football. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On commence ce journal par les violences qui se sont déroulées durant plusieurs heures aujourd'hui à Strasbourg. En marge du sommet de l'OTAN, différents groupes radicaux se sont opposés aux forces de l'ordre. Un poste de police, un hôtel et plusieurs bâtiments ont été en partie incendiés. Avant de voir sur place où on en est sur la situation ce soir, résumé de cette journée avec Vincent Fischmann et l'ensemble de nos reporters sur place. Le scénario est invariable. Il va se répéter toute l'après-midi. Un petit groupe se détache de la manifestation. En face, les policiers bloquent le passage. L'affrontement devient inévitable. Des cocktails Molotov, des pierres, des barres de fer, tout devient projectile. Alors, les forces de l'ordre répliquent. Un peu plus loin, un peu plus tard, côté allemand cette fois. Le vieux poste frontière, symbole d'un temps révolu et saccagé, puis incendié. Dans ce quartier de Strasbourg, c'est un hôtel et une pharmacie auxquels les casseurs ont mis le feu. Les clients sont absents de l'hôtel, mais dans l'immeuble d'à côté, on a dû faire vite. Nous sommes montés avec quelques habitants de l'immeuble pour faire sortir les gens. Mais les manifestants sont tranquilles, mais c'est les cagoulés, les casseurs, mais la police aurait dû rester ici. En parallèle, dans la manifestation, entre 10 000 et 30 000 personnes sont rassemblées. Mobilisation contre le sommet d'abord, mais la plupart s'élèvent aussi contre la violence insensée de quelques-uns. Il y a des casseurs partout, c'est terrible. Et c'est pas du tout ce qu'on pense et ce qu'on cautionne. C'est légitime et cohérent que ça dérape. Donc voilà, j'espère simplement qu'on ne retiendra pas que les dérapages, mais aussi le fond de ce qu'on est venu défendre. Des interpellations musclées, plusieurs dizaines en tout. Les policiers expliquent vouloir stopper les éléments les plus dangereux. Un peu plus haut dans la manifestation, les tirs de gaz lacrymogène se font plus intenses. Quelqu'un m'a jeté directement dans le visage. La peur commence à se propager jusqu'au cœur du cortège. Casseurs incontrôlés d'un côté, intervention des policiers de l'autre. Dans la grande confusion de cet après-midi, difficile de faire un bilan, notamment des blessés. Selon le ministère de l'Intérieur, il y en a au moins 6 côté manifestants et 4 du côté des forces de l'ordre. Et on prend donc maintenant la direction de Strasbourg avec vous, Gérard Grisbeck. Bonsoir Gérard, vous suivez depuis le début de la journée ces incidents. Alors peut-on parler de retour au calme ce soir ? Oui, effectivement, on peut parler de retour au calme, bien que je me trouve, on l'a vu dans le reportage, juste à côté de cet ancien poste frontière entre la France et l'Allemagne, avec des ruines encore fumantes. Vous savez, juste derrière moi, eh bien, c'est le pont de l'Europe, le pont de l'amitié entre la France et l'Allemagne, et on est à 2 pas de la passerelle, là où ce matin, les dirigeants de l'OTAN se sont retrouvés symboliquement pour sceller la paix. Donc ça a été une journée assez longue, assez chaude. Derrière moi également, les forces anti-émeutes allemandes qui
qui ont pris position. On a même vu à un moment donné des pompiers français se réfugier derrière eux parce qu'ils étaient attaqués par des manifestants. Donc vous l'avez dit, pas très loin d'ici, également un hôtel a brûlé. À côté, juste en dessous ici, également un entrepôt a brûlé. Donc des affrontements très durs. Mais maintenant, la police a visiblement décidé de canaliser les manifestants vers le village altermondialiste, qui est à 7-8 km de Strasbourg. Ces manifestants doivent faire la fête ce soir. On ne sait pas donc ce qui se passera demain matin. Est-ce que la fête suffira ce soir pour fêter la victoire du fait qu'ils se sont fait remarquer pendant toute cette journée, ou si demain des problèmes ressurgiront avec la police? Il est encore trop tôt pour le dire, mais c'est vrai que le bilan a l'air d'être assez sévère. Une dizaine de blessés, nous dit-on, dans ces dernières minutes, dont 4 policiers. Merci Gérard. Revenons maintenant sur le sommet en lui-même qui s'est clos ce soir. Que faut-il retenir? Des discussions et des négociations des 28 chefs d'État et de gouvernement. D'abord, l'OTAN a un nouveau secrétaire général. Il est danois et s'appelle Anders Rasmussen. La Turquie, d'abord réticente, a finalement accepté cette nomination. Étienne Lennart et Alain Dubas. La photo restera comme un symbole, suspendu au-dessus du Rhin, à l'endroit précis où France et Allemagne partagent une frontière. Les 28 chefs d'État ou de gouvernement de l'OTAN célèbrent le 60e anniversaire de l'Alliance. 28? Pas tout à fait. Car quelques minutes plus tôt, Silvio Berlusconi sort de sa voiture suspendue au téléphone. Un geste à Angela Merkel, la chancelière allemande, qui préfère en rire. Et une conversation qui dure 32 minutes au total, officiellement avec le Premier ministre de la Turquie. Et lorsque les délégations s'engagent côté allemand sur la passerelle qui enjambe le Rhin pour rejoindre la France et Strasbourg, Silvio Berlusconi rate ce moment d'histoire. Hommage sera rendu à tous les soldats tombés au combat à travers le monde sous la bannière de l'OTAN. Recueillement renouvelé quelques minutes plus tard à l'ouverture officielle d'une séance qui consacre le retour de la France au cœur de l'action militaire de l'OTAN. Nous sommes de la famille. Nous sommes dans la famille. Nous sommes des alliés. Nous sommes des amis. Barack Obama attendait surtout lui que la France et l'Europe passent de la parole aux actes en envoyant, comme les États-Unis, des renforts militaires en Afghanistan. Pas d'efforts français supplémentaires, au total entre 3 et 5 000 soldats européens, symbolique, mais l'heure n'est pas à la polémique. Je suis satisfait que nos alliés de l'OTAN aient manifesté leur soutien pour notre nouvelle stratégie. Le sommet s'achève sur le visage rayonnant du Premier ministre danois, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, dont la Turquie, pourtant, ne voulait pas entendre parler. Et l'histoire retiendra que les efforts téléphoniques de Silvio Berlusconi pour convaincre son homologue turc ont finalement contribué au succès du sommet. On l'a bien compris, Barack Obama avait un objectif et un message à faire passer à ses alliés, celui de l'importance de la situation en Afghanistan. Mais alors a-t-il vraiment été entendu? Bonsoir Michael Darmon, vous avez suivi pour nous ce sommet. Bonsoir. Comme souvent, il y a les images, tout le monde donne l'impression d'être satisfait. Mais est-ce réellement le cas ce soir? Oui, c'est vrai qu'on s'est beaucoup salué, on s'est beaucoup congratulé ces 2 derniers jours. On s'est même offert des cadeaux. Figurez-vous que Michel Obama a offert à Carla Bruni Sarkozy une guitare Gibson. Donc voilà, ça n'est pas rien. Mais enfin, derrière les beaux tableaux, derrière les belles images, il y a les réalités politiques. Barack Obama n'a pas obtenu, donc on l'a vu, d'un envoi supplémentaire de troupes en Afghanistan, au risque d'ailleurs de se le voir reprocher dans son propre pays. Et c'est vrai que pour ses premiers pas en Europe, on a vu un Barack Obama s'efforcer d'incarner le visage d'une Amérique plus à l'écoute, plus modeste, plus sympathique, c'est vrai, mais en même temps également qui a perdu son statut, il a dit lui-même, d'hyperpuissance. On a vu également la Turquie, un pays clé pour l'OTAN, un pays musulman important, se faire entendre avec l'affaire de Rasmussen, ce qui laisse augurer d'ailleurs certainement de futures tensions au sein de l'Alliance. De manière plus générale, du G20 à l'OTAN, ces 4 derniers jours, on a vu une intense actualité internationale face à la crise et aux nouvelles donnes géopolitiques. Les grands de ce monde s'organisent, c'est vrai, mais il est encore un peu trop tôt pour dire si ces décisions, à chaque fois présentées comme historiques, sont de réelle nature à changer et à faire émerger un nouveau monde. Merci Michael. Et sachez que les rendez-vous internationaux ne sont pas terminés. Ce soir, Barack Obama est arrivé à Prague pour le sommet Union Européenne-États-Unis. Il y prononcera un discours sur la prolifération nucléaire. Nicolas Sarkozy, lui, le rejoindra demain.
Dans l'actualité en France, une autre manifestation, mais cette fois en Corse, plusieurs organisations nationalistes appelaient à protester contre, je cite, les violences policières lors de la manifestation de lundi dernier contre le verdict d'Ivan Colonna. Un jeune collégien avait été grièvement blessé au visage. On craignait des incidents et ils ont eu lieu. Plusieurs policiers ont été blessés ce soir. Sur place, Olivier Théron, Virgile Yadot. La préfecture de Haute-Corse est en état de siège. 500 gendarmes mobiles en garde l'accès. Et nous sommes très fiers d'avoir des jeunes qui ont des idées politiques. Les 3000 manifestants nationalistes viennent dénoncer la violence policière. Un lycéen de 14 ans, Xavier Orsini, aurait reçu lundi une grenade lacrymogène en pleine tête. On est venu là déjà pour l'histoire de lundi, pour le petit clavier qui s'est passé avec les CRS, pour des tirs tendus. Et on se révolte, on est tous là aujourd'hui, même pour l'histoire d'Ivan Colonna. Et après les discours, tout bascule. Une centaine de nationalistes encagoulés s'en prennent aux forces de l'ordre. Pierre, cocktail Molotov, fusée de détresse. La rue s'embrase. Les gendarmes ripostent par des salves de grenades lacrymogènes. Les troubles se répandent dans tout Bastia. 5 gendarmes sont blessés dans les échauffourées. 2 sont dans un état grave. Pourtant, cette manifestation devait rester pacifique. Le père de Xavier Orsini, le jeune blessé lors de la manifestation, avait d'emblée appelé au calme, préférant le combat judiciaire à la guerre de rue. Nous avons déposé plainte pour tentative d'homicide, ce qui est expliqué par le tir tendu, parce que nous sommes formés là-dessus, c'est-à-dire qui a été pratiqué sur mon fils à une courte distance. Donc ça relève de la tentative d'homicide, on est clair là-dessus. Les adultes ont encadré les jeunes pour éviter les débordements. Le nouveau parti nationaliste Corsica Libera affirme vouloir tenir ses troupes. Mais entre la condamnation d'Ivan Colonna à perpétuité et la blessure grave d'un lycéen de 14 ans, un fort sentiment d'injustice nourrit la détermination des militants. Ce soir, Bastia est sous tension, 2 établissements bancaires sont en feu. Les échauffourées vont durer une bonne partie de la nuit. L'élection présidentielle en Algérie aura lieu ce jeudi. Abdelaziz Bouteflika, 71 ans, brigue un 3e mandat après la modification de la Constitution. Un scrutin qui a commencé aujourd'hui en France. 776 000 électeurs algériens étaient appelés à s'exprimer et beaucoup de monde s'était déplacé, notamment à Marseille. Reportage Christophe Pétraud et Christophe Larocca. Ils ont conservé leur nationalité algérienne. Une famille de Marseillais, ils veulent peser sur l'avenir de ce pays, situé juste sur l'autre rive de la Méditerranée. C'est pour le bien de mon pays, pour mon bien à moi, les affaires pour nos enfants. Voilà. Les organisateurs n'avaient jamais vu autant de monde. Ce matin, quelques bousculades et des malaises lorsque 84 sont arrivés de toute la circonscription consulaire. Je suis fière. Parce qu'on est des Algériens, il faut qu'on vote pour choisir le président. 6 candidats pour cette campagne présidentielle. Parmi les électeurs que nous avons rencontrés, beaucoup pensent aujourd'hui à la sécurité en Algérie. J'ai la télévision à la maison, la parabole, j'attrape l'Algérie, les pays arabes. Je vois qu'en Algérie, il y a eu beaucoup de changements. La paix pour le président. Vive l'Algérie, président. Vive Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika se présente pour son 3e mandat. En France, 776 000 électeurs sont inscrits sur les listes et peuvent voter jusqu'à jeudi. Dans l'actualité à l'étranger, revenons maintenant sur cette prise d'otage, ce coup de folie hier soir d'un homme aux États-Unis dans la ville de Binghamton. Celui-ci a tué 13 personnes avant de se donner la mort. Les raisons de son geste restent toujours très troubles pour le moment. Sur place, Alain Chalvron. Dans la prière et le recueillement, la petite ville de Binghamton, à 200 km de New York, essaye de se remettre du drame d'hier qui a coûté la vie à 13 personnes, des émigrés en majorité, qui étaient venus suivre des cours d'anglais dans cette association. Les faits sont à peu près clairs maintenant. Vers 10h30, le tireur, un dénommé Jiver Livung, bloque la sortie de secours de l'association, se dirige vers l'entrée et commence alors le massacre. Avec 2 pistolets, il tue une réceptionniste, puis en blesse une autre, qui va donner l'alerte. Elle était blessée à l'abdomen. Apparemment, elle a fait semblant d'être morte elle aussi. Et dès que le tireur s'est engagé dans le couloir, elle a trouvé un endroit d'où elle pouvait téléphoner discrètement et elle a appelé les urgences. Dans une salle de classe, il tue ensuite une douzaine de personnes. D'autres ont eu le réflexe, heureusement, de se cacher dans des placards ou au sous-sol. Je me disais, mais quand est-ce que ça va finir?
Mais ça continuait. Pas de cris, pas de hurlements, pas de commentaires, seulement du silence. Des tirs, du silence, des tirs, du silence. Moi j'étais cachée et je croyais que ma dernière heure était arrivée. Le tireur, émigré d'origine vietnamienne, s'est suicidé. Il habitait ici, dans cette maison, et semblait sans histoire. Ses motivations restent un mystère. Les policiers en sont réduits aux hypothèses. Il avait perdu son travail récemment. Il parlait très mal l'anglais et il pensait que les gens lui manquaient de respect et le regardaient de haut. Il n'était pas satisfait de sa vie. Avec la crise économique, des drames similaires se multiplient aux États-Unis. Depuis le début de l'année, ils ont déjà fait une 50aine de morts. Il est 20h13, merci d'être avec nous à suivre dans un instant des témoignages qui sèment le trouble sur une discipline sportive. Le handball est-il victime de corruption? Les musées nationaux sont devenus depuis aujourd'hui gratuits pour les moins de 26 ans. Nous irons au Louvre et au château de Versailles. Et puis notre visiteur du samedi soir, Patrick Bruel, est notre invité. Il est en tournée en ce moment, seul ou presque, version acoustique. Et on le retrouve donc dans un instant. Mais avant cela, ce sombre feuilleton historique et judiciaire. John Demjanjuk sera-t-il un jour expulsé des États-Unis pour être remis à la justice en Allemagne? Cet homme, âgé de 89 ans, est soupçonné d'avoir aidé à l'assassinat de 29 000 juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Il devait être expulsé demain de Cleveland, déchu de sa nationalité américaine, mais la décision vient d'être suspendue. Gilles Rabin. Voilà l'homme qui devait être extradé des États-Unis lundi matin. On pourrait croire qu'il en fait beaucoup. En fait, il est très gravement malade. Il est atteint d'une forme de leucémie qui provoque la destruction de la moelle des os. Il est vieux, il est malade, son état de santé requiert des soins médicaux permanents. Même s'il devait être expulsé, il ne pourrait pas être traduit devant un tribunal pour quoi que ce soit. Demjanjuk est né en Ukraine il y a 89 ans et il a déjà été extradé une fois vers Israël en 1986. On lui reproche d'avoir volontairement servi les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale comme simple gardien de camp à Sobibor et Treblinka. On l'accuse d'avoir participé à l'assassinat de 29 000 juifs. Il n'est coupable d'aucun meurtre, encore moins de 29 000. Aucune preuve n'a jamais été fournie. Aucune preuve en effet, mais des témoignages de rescapés. À Treblinka, Demjanjuk était si cruel qu'ils le surnommaient Ivan le Terrible. Ils n'ont jamais pu l'oublier. Je vois ici, devant moi, Ivan tel que je m'en souviens, tel qu'il est, dans mon cerveau. Il est là, le voilà. L'extradition est suspendue sine die. Pour Demjanjuk, ce n'est pas le premier coup de théâtre. En 1987, en Israël, il avait été reconnu coupable et condamné pour être acquitté en appel un an plus tard. En France, je vous le disais, c'est une petite révolution culturelle puisque depuis aujourd'hui, les musées sont gratuits pour les moins de 26 ans et pour les enseignants. Première réaction cet après-midi au château de Versailles, au musée d'Orsay, mais également au Louvre. Frédéric Monteil, Sylvain Doubat. Fini les tableaux avalés à la va-vite en scrutant sa montre. Désormais, les jeunes de moins de 26 ans auront tout leur temps. 50 musées et une centaine de monuments français s'offrent à eux, gratuits toute l'année. C'est un vrai avantage de pouvoir aller juste comme ça et de ne pas payer et de rentrer en fait dans un musée et de se laisser happer et d'y passer l'après-midi. On n'est pas obligé de rentrer dans le musée et y rester une journée, on peut venir quand on veut pour une heure. On a l'accès aux œuvres beaucoup plus simplifiées. Est-ce que vous irez plus souvent dans les musées maintenant? Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est pas trop mon truc. C'est peut-être pas son truc à lui, mais la mesure concerne aussi 50 millions de jeunes Européens. Moi, j'allais jamais au musée avant et maintenant que c'est gratuit, j'irai plus souvent, au moins 2-3 fois par an, ainsi pour apprendre des choses. Comme ça, il n'y a pas d'inégalité entre les enfants, par exemple, un peu plus riches et un peu plus pauvres. Objectif avoué, attirer plus de jeunes dans les musées souvent jugés élitistes, pas si évident. C'est pas parce que c'est gratuit qu'on y va. Il faut se dire, je vais au musée pour aller voir des choses. Je pense qu'il faut qu'il y ait toute une préparation, une sensibilisation avant de lancer la gratuité, que ce soit à l'école, au collège, etc. Affluence record cet après-midi à Versailles pour les grandes eaux. Ici, la gratuité séduit même ceux qui payent. Ça va permettre aux parents d'emmener les enfants plus souvent, oui, c'est sûr. Coût de l'opération environ 30 millions d'euros cette année, financé par l'État, avec une limite, seules les collections permanentes sont accessibles aux jeunes visiteurs.
Un mot de sport avec le rugby et le top 14. Et à noter tout d'abord ce nouveau record d'affluence. C'était au Stade de France cet après-midi et il y avait 79 842 spectateurs pour la rencontre opposant Clermont au Stade français. Ce sont les Clermontois qui se sont imposés de justesse, 21-19. De son côté, le Stade toulousain s'est facilement imposé à Brive. Le malaise maintenant qui plane sur le handball, un sport en général plutôt discret, mais qui se trouve ébranlé par de fortes présomptions de corruption. Arbitres et joueurs n'hésitent plus, vous allez le voir, à témoigner. Propos recueillis par Julien Benedetto et Frédéric Delarue. Un an après avoir rangé son sifflet d'arbitre, Gilles Bord révèle les coulisses parfois sulfureuses de certains matchs de handball. Jeux Olympiques, Ligue des Champions, il a arbitré au plus haut niveau mondial et subi plusieurs tentatives de corruption. J'ai déjà effectivement été approché ou subi quelques pressions pour essayer effectivement de faire pencher l'arbitrage. C'est tout simplement un président de club qui nous offre un cadeau qui dépasse un peu les limites du raisonnable. Paris, hier soir, match de première division. Au sifflet, Laurent Revray, ce policier de métier refuse de répondre à nos questions, mais le journal L'Équipe a publié son témoignage il y a 3 jours. En mai 2008, après la finale allée de la Ligue des Champions féminine en Russie, un inconnu l'approche, l'arbitre raconte. Il nous a tendu une enveloppe. À vue de nez, il y avait entre 10 000 et 15 000 euros. J'ai tout de suite rendu l'enveloppe au monsieur. Tentative de corruption d'arbitre, de joueurs aussi. Lors de l'Euro 2000, à la veille du match contre la Croatie, Olivier Giroud, ailier de l'équipe de France à l'époque, a reçu plusieurs coups de fil anonymes. De l'argent nous avait été proposé pour ménager nos troupes et on avait bien rigolé parce que, voilà, très clairement, nous on ne mange pas de ce pain-là. Peu à peu, les langues se délient. Le club allemand de Kiel, un monument du handball européen, est accusé d'avoir acheté plusieurs matchs de la Ligue des Champions, dont cette finale gagnée en 2007. Le parquet de Kiel a ouvert une enquête. La Fédération internationale annonce qu'elle va examiner plus de 4000 matchs et interroger 300 arbitres. Le grand déballage ne fait peut-être que commencer. Notre invité ce samedi, c'est Patrick Bruel. Il voyage en solitaire sur scène depuis le mois d'octobre. Lundi, il sera au Casino de Paris avec sa guitare et son piano, mais son public sera une nouvelle fois au rendez-vous. Bonsoir Patrick Bruel, merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment vous est née cette idée de revenir sur scène avec ces morceaux-là ? Il y a très longtemps que j'avais envie de tenter cette aventure, de partir seul ou presque, parce qu'à un moment donné dans le spectacle, j'ai un copain guitariste qui fait quelques chansons avec moi. En fait, c'est né au Québec, dans une émission de télévision où on m'avait demandé de venir faire une prestation à la demande. Il y avait 500-600 personnes et puis les gens demandaient les chansons. J'étais avec la guitare et le piano, ça a duré 1h30. Je trouvais que c'était une très jolie expérience et puis finalement j'ai tenté ça. J'ai emmené pas large la première fois, le premier soir à Colombes au mois d'octobre. Et puis depuis, le spectacle me donne des joies et des moments absolument extraordinaires. Enfin, c'est une légende, vous appelez votre agent et puis vous lui dites voilà, j'ai envie de faire ça, le lendemain elle vous appelle, il y avait déjà 37. Exactement. 37 dates. Exactement, je l'ai appelé, j'étais aux États-Unis, et si je partais tout seul, parce que j'avais rien à faire entre octobre-novembre, et je dis si je partais tout seul avec la guitare, elle me dit vous plaisantez, je dis non, je trouve que c'est amusant de tenter ça. Et puis le lendemain elle m'a dit bah, écoutez, ça se concrétise, tout le monde trouve cette idée très forte, donc il y a déjà au moins 37 concerts. Et c'est vrai qu'en avançant, en allant vers le public, en tentant cette proximité, cette intimité, qui a toujours été la relation que j'ai eue avec les gens. Hein, on va en parler. Mais là, c'est vrai qu'on est vraiment très, très proche. Et puis, il y a quelque chose de très épuré, forcément. Les chansons reprennent toute leur quintessence. On les redécouvre, on les réhabille, on les revisite. Et je me fais très plaisir. Je me fais très plaisir à l'instrument. Je me fais très plaisir à parler entre les chansons, à faire beaucoup de sketchs, à rigoler, à avoir des moments plus graves, des moments d'émotion. Je raconte mon parcours, mon regard sur les choses, sur le monde. C'est très libre. On va regarder tout cela. On commence donc la musique et on va voir que effectivement votre public vous suit toujours avec passion. Direction Lyon, c'était il y a quelques jours. Reportage Virginie Fichet et Philippe Fivet. Il veut s'afficher seul, mais il y a toujours un presque. C'est où ça ? Ou plutôt des milliers. Entre Patrick Bruel et ses fans, la fidélité est sans faille. Salut, ça va les jumelles ? Ça va bien ? Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas vu, donc voilà, parce qu'on est en Corse. Donc là, on va voir. Donc voilà, bon, il nous a reconnus, donc maintenant, on va essayer de rentrer pour ce soir. J'ai 40 ans et j'ai fait, quand j'avais 20 ans, j'ai fait son premier concert. C'était l'hystérie, c'était... Dans les rangs, quelques groupies de la 2e génération. Patrick, si tu veux nous payer du champagne, on t'aloge, y a pas de problème. La relève d'un public
qui, comme son idole, a mûri. Un homme vrai, qui dit ce qu'il pense, aussi bien dans ses chansons que dans ses paroles de tous les jours. Sa maturité, l'engagement de ses chansons, tout ça. Privilège rare, l'après-midi, un petit groupe assiste à la balance. T'as moins de réverb qu'hier ou pas? Toutes appartiennent au fan club officiel qui compte près de 3000 membres. Là aujourd'hui on n'a pas fait comme on fait d'habitude parce qu'on avait les caméras, on était intimidés. D'habitude on fait un vrai spectacle, un vrai spectacle avant le spectacle. Le chanteur aime cette proximité. L'acoustique lui donne une nouvelle intimité. J'ai adoré, c'était trop bien. Pourquoi? Bah je sais pas, il chante bien et puis il est joli en plus. Il est génial quoi. Avec beaucoup d'émotion. Moi j'ai pleuré. La communion entre Patrick Bruel et son public est intacte. L'artiste ne sera définitivement jamais seul. Alors Patrick Bruel, est-ce qu'on finit par trouver un équilibre dans cette relation avec ce public? Parce qu'il y a toujours une passion et parfois c'est étouffant, on l'a su à une époque. Oui, enfin, ce qui était étouffant, c'était plus la description que les gens faisaient que ce que je vivais avec les gens. Et ce que je vis aujourd'hui encore avec les gens est quasiment intact par rapport à l'époque. Vous savez, ce spectacle, c'est un peu la récompense de 20 ans de complicité. Oui, parce qu'il y a un retour aux sources, beaucoup de morceaux d'avant. Oui, complètement. Tous les morceaux que les gens connaissent ou que les gens attendent. Ça vous manquait un peu? Vous savez, j'ai jamais quitté la scène très longtemps et j'ai pas eu trop envie de la quitter. Mais ces morceaux-là? Ah, ces morceaux-là, je les faisais de toute façon, mais ce qui me fait plaisir, c'est de ressortir dans les albums les chansons que les gens connaissaient peut-être un petit peu moins et leur redonner une vie, une couleur, et puis leur présenter aussi des nouvelles chansons. C'était aussi le but de cette tournée. Il y avait pour préparer le prochain album, d'aller tester les chansons nouvelles sur scène. C'est quelque chose, c'est un privilège qu'on n'a pas forcément dans un système normal. Justement, le nouvel album, on en parle un peu. C'est pour quand? J'espère à l'automne. Bon, pour l'instant, je travaille. Alors, on va parler un petit peu de l'actualité, revoir quelques images. Par exemple, les images de l'OTAN qu'on a vues dans le journal, cette violence qui gronde, cette colère. Comment vous la ressentez? Mal. Je pense que l'OTAN n'est pas une institution de guerre. Je pense que ce sont un peu les vestiges de la guerre froide auquel on assiste là. L'OTAN, c'est 28 pays qui disent, chacun dit à l'autre, s'il y a un problème, on est alliés, on est ensemble. Voilà. Autre image, celle d'un homme, on va dire charismatique, c'est Barack Obama. Il est arrivé en France. Hier, il a fait ce discours, ce show très Obama, devant 4000 jeunes, très à l'aise, très facile, très... un homme qui redonne autant d'espoir au monde entier et qui redonne autant de fierté aux Américains de se réveiller américains le lendemain de l'élection, cette fierté que beaucoup avaient perdue sous l'ère Bush. C'est un homme qui est en effet un homme extrêmement charismatique et qui est porteur de beaucoup de choses. Maintenant, ça n'en fait pas un messie et j'espère qu'on ne va pas attendre trop de lui pour ne pas avoir à être trop déçu de ce qu'il ne pourra pas faire. Un seul homme ne pourra pas changer les choses, mais par contre la réunion de ces hommes, de ce G20, je le trouve positif, je trouve qu'il se passe des choses intéressantes, à l'initiative d'un autre homme charismatique, qui est Nicolas Sarkozy, qui a été encore une fois prendre des risques et essayer de faire des choses que je trouve saluables. C'est quelqu'un que vous soutenez aujourd'hui dans son action internationale? Je trouve que son action internationale est vraiment utile. Je veux dire, les initiatives importantes de ce G20, il n'y est pas étranger. Je veux dire, il est allé essayer de faire des choses. Je pense qu'on peut saluer ce qu'il fait en ce moment. Quelque chose d'un peu plus léger. Du football, je sais que vous aimez ça. Oui. On va regarder une image. Franck Ribéry, cette semaine. Vous avez le temps de regarder Vous avez eu le temps? J'étais au stade. Vous étiez au stade? J'étais au stade. Bien, pas bien, peut mieux faire? Vous parlez de l'équipe de France? Oui. C'est une équipe de France qui a rempli parfaitement son contrat. Elle a un match très difficile à jouer contre une Lituanie qui est un jeu extrêmement fermé, serré. On aurait pu absolument pas avoir de but et ça aurait été presque logique. Mais il a fallu l'énergie et le souffle peut-être même d'une nouvelle génération de joueurs. Et c'est vrai que l'entrée de Gignac a été absolument magnifique. Vous savez que je le voyais s'échauffer, Gignac, avant qu'il rentre. Et c'était extraordinaire, l'énergie qu'il avait comme ça sur le banc de touche. Et il s'est levé, il donne cette balle. Il aurait pu tenter de marquer le but. Non, il la donne. Et à Ribéry, qui est en ce moment forcément... Vous ne faites pas partie de ces détracteurs de Raymond Domenech? Non, pas du tout. C'est très difficile d'être... Et on ira donc à la Coupe du Monde. Vous savez, dans ce pays, nous sommes 60 millions de sélectionneurs. C'est clair, c'est une confirmation. J'espère qu'on ira en Coupe du Monde. Oui. Merci beaucoup Patrick Bruel. On vous retrouve donc sur scène dès lundi au Casino de Paris.
Paris, et puis après encore Au beaucoup de Palais dates. des Sports au mois de juin. Je voulais ajouter une initiative formidable qu'on a eue au moment des Restos du Cœur, avec le site Allo Musique. Les photos Les photos, oui. Il y a une vente aux enchères qui est en train enchères. d'être faite de photos. Parce qu'on a tous eu, tous les artistes, on a eu un petit appareil photo, on a pris des photos. Et puis ces photos, donc aussi insolites soient-elles, entre nous, elles sont en vente sur le site Allo Musique, au profit des Restos du Cœur. Voilà. Allo Donc Musique, le site. allez dessus, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Du cinéma, justement, maintenant, vous restez si vous voulez. Avec On va plaisir. regarder le retour sur les écrans de Michel Pfeiffer dans Chérie, le dernier film de Stephen Frears. Le réalisateur a choisi d'adapter un roman de Colette, une histoire passionnelle entre un jeune homme et une femme un peu plus âgée. Rencontre à Berlin où le film était présenté en avant-première. Pascal Deschamps et Brice Boussoir. Cela faisait longtemps que Michel Pfeiffer n'avait pas eu les honneurs d'un tapis rouge. Et c'est le réalisateur anglais Stephen Frears qui lui offre, 20 ans après Des liaisons dangereuses, qui la révélèrent au grand public. Dans Chérie, tirée de l'œuvre de Colette, elle revêt le costume de ce que l'on appelait au début du XXe siècle une demi-mondaine. Une femme qui a vécu de ses charmes et initie à l'amour le fils d'une amie de 20 ans son cadet, surnommé Chérie. Je ne suis pas sûre que ce soit très malin d'avoir fait ça. En fait, ils ne s'attendaient ni l'un ni l'autre à tomber amoureux. Mais je pense que pour elle, c'est sa dernière chance et elle le sait. J'ai commencé des démarches en vue de marier Chérie. L'as-tu mise au courant? Évidemment. Tu veux dire qu'il ne t'a rien dit du tout? Non. Chérie mariée, ce sont tous les rêves de Léa qui s'effondrent. Enfin, à sa décharge, il faut dire qu'il n'y a pas d'urgence. Oh, tu veux dire que les noces ne sont pas pour tout de suite? Oh non, Dieu merci, non. La fin du mois prochain. Léa est sa muse, sa meilleure amie, sa mère, sa maîtresse, mais elle a 50 ans. Elle ne pourra jamais lui donner les enfants qu'il doit avoir, et elle ne pourra pas vieillir avec lui. N'oublie pas d'être gentil avec elle, tu m'entends? Ne la fais pas souffrir. Son tour est venu. Le mien est terminé. Elle doit dissimuler ses sentiments parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas de s'épancher comme aujourd'hui. C'est écrit comme cela, et le défi, c'est d'arriver tout de même à susciter une émotion. Et c'est tout le pari réussi de ce film, qui, comme l'époque et les personnages qu'il fait vivre, est en apparence frivole et léger, en apparence seulement. Un film dans lequel on retrouve la Michel Pfeiffer des grands jours. Oui, la jolie Michel Pfeiffer. Encore oui, jeune. Très jolie, très jeune et très belle. Un mot, Patrick Bruel, sur votre prochain rendez-vous au cinéma. On vous retrouve quand? Là, je suis en pleine lecture. Lecture. Ouais, il y a du cinéma, il y aura même du théâtre. Du théâtre? Oui. Bah écoutez, merci encore. Avant de se quitter, on rappelle bien évidemment l'information de la journée. Ce sont les violents incidents qui se sont déroulés à l'issue d'une manifestation en fin de journée à Bastia. Manifestation à l'appel de différents mouvements nationalistes et indépendantistes. Jet de pierre, cocktail Molotov et un bilan. 2 membres des forces de l'ordre ont été blessés grièvement à l'issue de cette manifestation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 20h35, Anne Roumanoff, Franck Dubosc, Cadet Olivier et beaucoup d'autres stars du rire présentés par Patrick Sabatier. Je vous retrouve demain pour toute l'actualité des 13h. Nos invités, Benoît Hamon et l'écrivain Denis Tilignac. Passez une très belle soirée et à demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.